Chapitre 2. Nous avons été élevés ensemble. Il n'y avait même pas 1 an de différence entre nous. Je n'ai pas besoin de dire que nous étions à l'abri de toute dissension, de toute dispute. Notre amitié était empreinte de l'harmonie la plus totale et la diversité, le contraste qui subsistait entre nos caractères nous rapprochait davantage l'un de l'autre. Elisabeth était plus calme, plus appliquée que moi. Avec mon tempérament plus fougueux, je pouvais néanmoins mieux me concentrer et, à l'inverse d'elle, j'étais avide de connaissances. Elle se passionnait pour les créations éthérées des poètes et s'enchantait dans la contemplation des majestueux et merveilleux paysages suisses autour de notre demeure. Les dessins sublimes des montagnes, le changement des saisons, la tempête et la quiétude, le silence de l'hiver, la vie et la turbulence des étés alpins, tout l'émerveillait et la ravissait. Et tandis que ma compagne admirait en toute sérénité les magnifiques apparences des choses, je cherchais, moi, à en déterminer les causes profondes. À mes yeux, le monde était un secret que je voulais percer. La curiosité, la quête entêtée des lois cachées de la nature, la joie proche de l'extase qui m'animait lorsque je pouvais en découvrir quelques-unes, ce sont les premières sensations dont je me souvienne. À la naissance d'un deuxième fils, mon cadet de 7 ans, mes parents abandonnèrent tout à fait leur vie itinérante pour se fixer dans leur pays natal. Nous possédions une maison à Genève et une maison de campagne à Bellerive sur la rive est du lac, à 1 lieue à peu près de la ville. Nous résidions là la plupart du temps et l'existence que menaient mes parents était plus recluse. D'instinct, je fuyais la foule pour ne m'attacher qu'à quelques personnes. J'étais d'ordinaire indifférent envers mes camarades d'école, quoique j'eusse noué des liens d'amitié avec l'un d'entre eux. Henri Clerval, fils d'un commerçant de Genève, était un garçon extrêmement doué et imaginatif. Il recherchait les risques pour eux-mêmes ainsi que les difficultés et les dangers. Il avait lu de nombreux livres de chevalerie et des romans, composait des chants héroïques et il avait même commencé à écrire des contes surnaturels et des récits d'aventures. Il essayait de nous faire jouer des pièces ou de nous faire participer à des mascarades dont les personnages étaient inspirés par des héros de Roncevaux, de la Table Ronde, du roi Arthur et les innombrables chevaliers qui ont répandu leur sang afin de délivrer le Saint-Sépulcre des mains des infidèles. Personne n'aurait pu avoir une enfance plus heureuse que la mienne. Mes parents étaient au plus haut point attentionnés et indulgents, et nous sentions que nous n'avions pas affaire à des tyrans qui nous commandaient selon leurs bons caprices. C'étaient des êtres qui nous offraient les joies qui étaient les nôtres. Et quand il m'arrivait de côtoyer d'autres familles, je comprenais combien mon sort était enviable. Cela ne faisait qu'augmenter ma gratitude. J'étais parfois d'humeur violente et je nourrissais des passions démesurées. Par tempérament, ce n'était pas vers les jeux d'enfant que je me portais, mais vers le désir d'apprendre. Je ne voulais pas que ce fût n'importe quoi. J'avoue que ni la structure des langues, ni les principes des gouvernements, ni les diverses formes de la politique ne m'attirèrent. C'était le secret du ciel et de la terre que je brûlais de connaître. Que je fusse intéressé par la substance extérieure des choses, par la nature ou par les mystères de l'âme humaine, tout me conduisait vers la métaphysique, ou plutôt, au sens le plus strict du terme, vers les secrets physiques de l'univers. Dans le même temps, Clerval, lui, s'occupait pour ainsi dire de la relation morale des choses, les tumultes de la vie, les vertus des héros, les actions des hommes. Il espérait, il rêvait de devenir un jour un de ces fiers et aventureux bienfaiteurs de l'humanité dont l'histoire conserve le nom. L'âme sainte d'Élisabeth brillait dans notre paisible demeure comme la flamme d'un sanctuaire. Elle avait toute notre sympathie. Son sourire, sa voix exquise, le doux éclat de ses yeux célestes étaient toujours présents pour nous bénir et nous inspirer. Elle était l'image vivante de l'amour qui apaise et qui charme. Les études auraient peut-être pu me rendre maussade et l'ardeur de mon tempérament aurait pu aviver chez moi la brutalité si Élisabeth n'avait pas été là pour me communiquer sa propre douceur. Et Clerval, une pensée mauvaise pouvait-elle lui effleurer l'esprit? N'aurait pas été si parfaitement humain, si généreux, si plein de bonté et de tendresse en dépit de ses goûts aventureux, si Élisabeth ne lui avait pas révélé les véritables valeurs du bien et ne lui avait pas fait comprendre que celle-ci devait guider toutes ses ambitions? Je ressens un plaisir exquis à évoquer mes souvenirs de jeunesse, alors que le malheur n'avait pas encore souillé mon esprit et changé mes visions brillantes et opportunes en sombres réflexions étroites et égoïstes. Au reste, en brossant le tableau de mes années d'enfance, je rappelle aussi ces événements qui, de fil en aiguille, me conduiront au récit de mes misères. Lorsque je cherche à m'expliquer la naissance de cette passion qui devait influer sur ma destinée, je la compare à une rivière de montagne dont les sources sont obscures et oubliées.
Mais cette rivière se gonfle, devient un torrent, et tandis que son débit augmente, elle balaye tous mes espoirs et toutes mes allégresses. La philosophie naturelle est le génie qui a eu raison de mon destin. Je désire donc dans ce récit établir les faits qui ont inspiré ma prédilection pour cette science. J'avais 13 ans lorsque nous fîmes tous une excursion dans une station thermale proche de Thonon. Le mauvais temps nous contraint de rester une journée entière à l'intérieur de l'auberge et par hasard, j'y dénichai un volume des œuvres de Cornelius Agrippa. Je l'ouvris avec indifférence, mais la théorie qu'il s'efforce de démontrer et les faits prodigieux qu'il rapporte m'enthousiasmèrent bientôt. Une lumière nouvelle sembla éclairer mon esprit. Bondissant de joie, je fis part de ma découverte à mon père. D'un air détaché, il considéra le titre du livre avant de dire « Ah, Cornelius Agrippa. Mon cher Victor, vous allez perdre votre temps, c'est sans intérêt. » Si, au lieu de cette remarque, mon père avait pris la peine de m'expliquer que les théories d'Agrippa avaient été délaissées et qu'on avait introduit depuis un nouveau système scientifique fondé sur la réalité et la pratique, et non plus sur des considérations extravagantes, j'aurais certes rejeté Agrippa, et avec une imagination échauffée comme la mienne, je m'en serais retourné avec une ardeur nouvelle à mes études antérieures. Il est même possible que le cours de mes idées n'eût jamais reçu la fatale impulsion qui me conduisait à la ruine. Mais le simple coup d'œil que mon père avait adressé au volume me laissait envisager qu'il n'en connaissait peut-être pas le contenu. Aussi je continuai à le lire avec la plus grande avidité. Lorsque je fus de retour à la maison, mon premier soin fut de me procurer toutes les œuvres de cet auteur, puis celles de Paracelse et du grand Albert. Je lus et étudiai avec délice les fantasmagories de ces écrivains, croyant qu'en dehors de moi, peu de gens connaissaient les trésors. Je le répète, j'étais possédé du brûlant désir de pénétrer les secrets de la nature. Nonobstant le travail acharné et les étonnantes découvertes des philosophes modernes, je sortais toujours de mes études mécontent et insatisfait. On a prétendu que Sir Isaac Newton se comparait à un enfant qui ramasse des coquillages au seuil du gigantesque océan inexploré de la vérité. Et dans chacune des branches de la philosophie naturelle, même ses successeurs m'apparaissent comme des profanes, incapables d'accomplir leurs tâches. Le paysan illettré contemple les éléments qui l'entourent. Ses utilisations pratiques lui sont familières. Le philosophe le plus savant n'en sait pas davantage, à peine peut-il dévoiler le visage de la nature, alors que ses traits les plus singuliers restent à ses yeux un secret et un mystère. Il est à même de disséquer, d'analyser, de donner les noms, mais, sans même parler d'une cause finale, il ignore les causes secondaires et tertiaires. J'avais contemplé les fortifications et les obstacles qui semblaient interdire aux hommes d'accéder à la citadelle de la nature, et, parce que j'étais ignorant, j'avais perdu patience. Et pourtant il y avait ces livres, il y avait ces hommes qui avaient été plus loin, qui en savaient davantage. J'acceptai leurs hypothèses comme des certitudes et je devins leur disciple. Il peut paraître étrange que cela se produise au XVIIIe siècle, alors que je suivais l'enseignement routinier des écoles de Genève. Je devenais, dans mes matières favorites, un autodidacte. Comme mon père négligeait la science, je dus satisfaire tout seul, ainsi qu'un enfant aveugle ma soif de savoir. Sous l'inspiration de mes nouveaux précepteurs, je me livrai tardement à la recherche de la pierre philosophale et de l'élixir de vie. Ce dernier objet retint surtout mon attention. Je le préférais à la richesse. Mais quelle gloire m'apporterait ma découverte si je réussissais à bannir la maladie du corps humain, à rendre l'être humain invulnérable à tout si ce n'est à la mort violente. Ce ne furent pas mes seules visions. L'apparition des esprits et des démons m'était largement promise par mes auteurs favoris, et je cherchais avec avidité l'accomplissement d'une telle promesse. Si mes incantations restaient toujours vaines, j'en attribuais la faute plutôt à mon inexpérience et à mon ignorance qu'à un manque d'habileté ou de savoir-faire chez mes maîtres. Et ainsi, pour un temps, je m'absorbais dans l'étude des systèmes périmés. Je mêlais, à l'instar d'un profane, une foule de théories contradictoires. Je pataugeais désespérément dans un bourbier de connaissances multiples, sans autre guide que mon imagination, que mes raisonnements puérils, et ce jusqu'à ce qu'un accident vint modifier le cours de mes idées. Vers ma 15e année, alors que nous nous trouvions dans notre propriété à Belle-Rive, nous fûmes témoins d'un orage d'une violence terrible. Il venait du Jura et s'annonçait par de tonitruants coups de tonnerre qui retentissaient de plusieurs côtés à la fois. Intéressé par ce phénomène, j'en observai tant que dura l'orage son évolution. Alors que je me tenais sur le seuil de ma maison, je vis soudain un tourbillon de feu jaillir d'un vieux chêne, dressé à une vingtaine de pas.
À peine l'aveuglante lumière cessait-elle de briller que le chêne avait disparu. Ce n'était plus qu'un tronc calciné. Le lendemain, nous allâmes le voir et ce fut pour découvrir un arbre terrassé d'une étrange façon. Il n'était pas fendu par le choc, mais entièrement réduit en petits rubans de bois. Je n'avais jamais rien vu qui fût à ce point détruit. Avant cet événement, j'ignorais tous les lois les plus élémentaires de l'électricité. Il se trouve qu'un physicien réputé se trouvait en cette occurrence avec nous. Excité par la catastrophe, il se mit en devoir de nous expliquer sa propre théorie sur l'électricité et le galvanisme. Elle m'étonna considérablement. Ses propos rejetaient fortement dans l'ombre de Cornelius Agrippa, le grand Albert et Paracels, les maîtres de mon imagination. Ce fut un coup du sort, et devant la faillite de leur théorie, je délaissai mes recherches habituelles. Il me semblait que rien n'était, ne pouvait être découvert. Tout ce qui m'avait si longtemps éveillé l'esprit devenait brusquement méprisable. Par un de ces caprices de l'esprit qui sont si fréquents quand nous sommes jeunes, j'abandonnai mes anciens travaux, considérant l'histoire naturelle et tout ce qui en découlait comme des créations fausses et ineptes, montrant le plus grand dédain pour cette prétendue science qui ne pouvait même pas dépasser le stade du vrai savoir. Dans un tel état d'esprit, je me tournai vers les mathématiques et les branches annexes, lesquelles me semblaient érigées sur des bases solides et qui à ce titre méritaient ma considération. Comme nos âmes sont étrangement construites, comme sont fragiles les liens qui nous attachent à la prospérité et à la ruine. Quand je regarde derrière moi, il me semble que le changement miraculeux de mes dispositions a été provoqué par mon ange gardien, le dernier effort fourni par l'instinct de conservation pour prévenir l'orage, qui était suspendu au-dessus de ma tête, prêt à fondre sur moi. Sa victoire se manifesta lorsque j'abandonnai ces travaux qui m'avaient causé tant de tourments, et que je pus recouvrer la tranquillité et la paix de l'âme. Et c'est ainsi que j'appris à associer l'idée de mal à la poursuite de mes travaux, et celle de bien à leur abandon. Ce violent effort vers l'esprit de bien fut pourtant inefficace. La destinée était trop puissante et ses lois immuables avaient décrété ma terrible et totale destruction. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, veuillez laisser un like, un commentaire et la partager où bon vous semblera. Moi de mon côté, je vous dis au revoir. Et avant de vous laisser partir, je voulais aussi vous annoncer que présentement je suis en train d'écrire une courte histoire. Et que cette courte histoire, ou du moins la version que j'aurai terminée bientôt, j'en ferai un audio-hommage. Il est possible que ce soit celui de la semaine prochaine ou de celle d'après. On verra combien de temps ça va me prendre de la terminer. En tout cas, j'ai très hâte de vous présenter ça. Et je vous dis au revoir et à bientôt.